Invité de ce jeu de dames, Michel Charasse, l'ancien ministre du Budget, est connu pour son franc-parler, ses coups de gueule et ses cigares. Viré du PS au printemps dernier, ce gardien du temple mitterrandien se dit toujours à gauche, mais il ne cache pas sa sympathie pour Nicolas Sarkozy. Crise financière, budget impossible, réforme des collectivités locales. Le sénateur du Puy-de-Dôme répond à Sonia Mabrouk, Perrine Tarnot et Hélène Risser. Michel Charasse, bonjour. Vous avez été un des proches conseillers de François Mitterrand. Vous avez connu de nombreuses crises, de nombreux moments difficiles. Est-ce que vous en avez connu des crises comme celle qu'on vit aujourd'hui? Une crise financière comme celle d'aujourd'hui, écoutez, pendant les 14 ans de la période Mitterrand, si, on a connu la fuite des capitaux, on a connu la chute du franc, on a connu la dévaluation, mais c'était une crise circonscrite à la France. Voilà, là, c'est vraiment européen, mondial, massif. Donc, je ne me souviens pas. Alors, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu d'autres crises qui n'étaient pas forcément financières, mais une crise de cette nature et de cette ampleur, non. Il y en a eu d'autres, mais pas comparables. Alors, c'est quoi, ça vous fait peur? On change de monde, là, aujourd'hui? Bon, ça me fait peur. Non, moi, j'ai toujours pensé qu'il y a un certain nombre de choses artificielles. D'ailleurs, le monde tourne sur beaucoup de choses artificielles, qu'il y a un certain nombre de choses artificielles dans le monde qui un jour s'effondreraient. Moi, j'attends maintenant le moment où va s'effondrer tout le système téléphonique. Puis maintenant, on ne peut plus aller faire pipi sans avoir le téléphone. Donc, moi, à mon avis, ça va, un de ces jours, ça va tout se casser la figure, et le monde va rester complètement dans le noir pendant une demi-journée. Ce sera une autre crise, ça. Sur les solutions pour faire face à cette crise, l'État qui prête 10,5 milliards d'euros aux plus grandes banques françaises, est-ce que pour vous, c'est la bonne solution pour soutenir l'économie? Non, mais attendez, c'est un élément d'abord du plan d'ensemble, je suppose. J'ai appris ça comme vous ce matin. Il paraît qu'ils ont passé la moitié de la nuit là-dessus. Bon, c'est un élément du plan d'ensemble des 360 milliards qui a été voté par le Parlement la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si c'est de la recapitalisation, je ne sais pas si c'est des facilités de crédit pour donner du crédit à l'économie. Bon, en tout cas, ça fait partie du plan. C'est pas parce que c'est les plus grandes banques que ça fait pas partie du plan. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais l'État ne rentre pas dans le capital, justement, de ces banques. Quelle garantie on a aujourd'hui que ces banques vont bien jouer le jeu et donner des crédits? Ces avances, dans la loi qui a été votée la semaine dernière, ici aussi, ces avances sont consenties par des sociétés créées spécialement à cet effet, qui comportent un commissaire de gouvernement et qui gardent un œil sur ce que les banques en font et qui sont prêtes à intervenir à tout moment pour mettre un terme au système. Mais à votre avis, ça va redonner confiance? Si ça peut débloquer un certain nombre de situations, actuellement on vous dit, il y a des collectivités locales qui ne trouvent pas d'argent, il y a des entreprises qui ne trouvent pas d'argent, les PME, on est frileux, on leur prête plus, etc. Moi, je lis ce que je lis et j'entends ce que j'entends. Si ça doit permettre de décoincer ça, ça veut dire que le pari qui a été fait en nous faisant voter en urgence la semaine dernière un plan, d'ailleurs coordonné au niveau européen et même mondial, est en train de réussir. Et il faut prêter aussi aux caisses d'épargne qui viennent quand même de perdre 695 millions d'euros. Ah là, je crois qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur prête, elles. En réalité, pour les caisses d'épargne, la question ne se pose pas du tout de la même manière. Leur conseil, leur centre national, n'est-ce pas, qui a fait ces opérations foireuses, va se terminer sans doute dans le rouge à la fin de l'année, ou pas très brillamment. Mais bon, je pense pas que les caisses d'épargne en soient à demander un concours financier. Ça vous a choqué, cette perte de 695 millions d'euros? Est-ce qu'on a le droit, comme ça, quand on s'appelle la caisse d'épargne, de jouer en bourse avec l'argent des épargnants? La caisse d'épargne fonctionne sur un système quasiment mutualiste. Bon, elle a des caisses régionales et elle a une caisse nationale. Bon, la caisse nationale a de l'argent. Cet argent vient d'où? Des opérations faites pour le compte des clients de la caisse d'épargne par la caisse nationale et les services. La question qui se pose dans un système mutualiste, c'est si cet argent appartient aux épargnants ou appartient à je sais pas qui d'ailleurs, aux administrateurs de la caisse, etc., s'ils peuvent en user librement. Et moi, je compte poser clairement la question, le jour où nous serons saisis de la réforme du statut des caisses d'épargne, ce qui va pas tarder, puisqu'il va falloir réformer le statut des caisses d'épargne le jour de la fusion avec les banques populaires. Donc en tout cas, moi je suis très choqué. Et non, je ferai un amendement sans doute. Voilà. Pour que cet argent appartienne clairement à ceux qui le produisent et qu'on le redistribue, c'est-à-dire les déposants. Alors dans le contexte de cette crise, ça va faire drôle, ce jour-là. C'est-à-dire, il y en a qui vont pas aimer.
Mais alors on a quand même vu que vous êtes relativement satisfait de ce plan, à quelques petits bémols près. Globalement, vous trouvez que Nicolas Sarkozy s'est imposé dans la gestion de la crise? Il a été bon, Nicolas Sarkozy? Bon, attendez, je pense que beaucoup de gens trouvent qu'il n'est pas resté, il n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Il a réagi immédiatement, à la fois comme président de l'Union européenne et président pour 6 mois, et comme président français. Bon, il y avait certainement 36 000 autres solutions, on pouvait sans doute faire autre chose, etc. Mais non, mais je ne sais pas, mais je veux dire, on peut toujours ergoter tant qu'on voudra, mais enfin, il a agi. Il a été à l'auteur. Et ça lui sera crédité. Surtout si ça marche. Mais est-ce que c'est une crise du capitalisme pour vous aujourd'hui? Comment vous interprétez tout ça? Bien sûr, c'est une crise du capitalisme, enfin d'une certaine forme de capitalisme. Le capitalisme, c'est l'économie réelle qui produit des bénéfices et éventuellement des profits, ce qui n'est pas toujours très beau, mais bon, peu importe. Or, le capitalisme aujourd'hui est arrivé à un système dans lequel il produit des choses artificielles, en prêtant 3 fois ou 4 fois le même argent, dans une espèce de tourbillon épouvantable dans lequel plus personne se retrouve, puis un jour il y en a un qui se prend les pieds dans le tapis, et hop, le château de cartes s'effondre. Ça, c'est pas du capitalisme, ça c'est de l'aventurisme. Quelle solution, quelles alternatives? Il faut des règles à la fois nationales et internationales, de discipline. C'est-à-dire que lorsque le général de Gaulle est venu au pouvoir en 1944-45, et est sorti l'ordonnance créant le Conseil national du crédit en 1945, qui doit être du 2 décembre, je crois, qui a créé le Conseil national du crédit, les règles imposables aux banques, etc., etc. Ça, c'était pour la France. Il faut qu'on arrive à un système équivalent sur le plan européen. Bon, c'est peut-être un peu bureaucratique. Au plan européen ou au plan international? Et au plan international, pardon. Oui, Européen, international. Il faut en tout cas mettre en place des systèmes pour que on ne puisse pas, comme ça, faire joujou impunément avec l'avenir des pays et des gens. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce qu'à la sortie, ceux qui vont payer, c'est pas ceux qui ont fait les conneries. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce que vous l'avez dit, il va y avoir des sommets internationaux. Nicolas Sarkozy propose aussi un sommet européen. Vous en attendez quoi de ces initiatives concrètement? C'est pas facile de se mettre d'accord. J'en attends un peu plus de discipline et de réglementation, c'est-à-dire l'interdiction de faire n'importe quoi. Mais par exemple, c'est quoi n'importe quoi concrètement? Attendez, vous avez des... Ça veut dire qu'il y a des procédures de prêt, il y a des procédures de spéculation, etc., qui doivent être interdites, sous peine de sanctions pénales. Est-ce que des sanctions pénales qui doivent d'ores et déjà engager à l'encontre de ceux qui ont commis des fautes? Oui, bien entendu, ceux qui font la faute, pas ceux qui la font pas ceux qui la découvrent. Mais tout ça, ça nécessite une négociation, enfin, ça nécessite une coordination entre les États qui ne peut être qu'internationale, c'est-à-dire la déclinaison nationale de réglementation et de principes internationaux. Alors justement, vous parlez de coordination. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe a bien fonctionné? Est-ce que l'Europe est solidaire? Est-ce que c'est historique dans le fond? Écoutez, moi je trouve qu'elle a plutôt bien fonctionné, et ce qui a été d'ailleurs très très amusant, c'est qu'elle a fonctionné même avec le concours d'un pays comme la Grande-Bretagne qui n'est pas dans l'euro. Donc, c'est un résultat qui a certainement dû à la volonté, à l'opiniâtreté du président actuel de l'Europe, c'est-à-dire du président français. Ah oui, d'accord. Vous êtes assez louangeur quand même sur Nicolas Sarkozy. Ah mais non, mais attendez, moi, Nicolas Sarkozy, je le connais depuis très longtemps. Nous sommes amis, on ne met pas le même bulletin de vote dans l'urne, encore que ça dépend des cas, mais bon. Ah bon, lesquels ça dépend si l'intérêt national est menacé, si les grands intérêts sont en cause, etc. On peut quand même se retrouver. Il y a aussi un certain nombre de valeurs, la République, la France, etc., qui sont au-dessus de nos petits enfilages de mouches politiques. Bon, mais je le connais. Mais il a surtout une opiniâtreté incroyable et un culot monstre. Et à mon avis, ces Européens qui sont toujours un peu frileux, ratatinés, etc., il a dû les secouer comme il faut, quoi. Vous parliez tout à l'heure de sanctions. Il y a une coordination qu'on essaye d'organiser en ce moment contre les paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut intervenir... Non, les paradis fiscaux, pas les parasites. Les paradis fiscaux. C'est aussi les parasites. Mais c'est aussi des parasites. Oui, bon, mais c'est les paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut les interdire, ces paradis fiscaux, sans ingérer finalement dans ces pays-là? On peut les interdire. C'est difficile. Moi, j'ai connu ça quand j'étais au gouvernement. Quand vous étiez ministre du budget, puisque c'est à l'époque qu'on a fait les premières listes, lorsqu'on a voté en particulier la loi sur le blanchiment. Il faut bien voir une chose, n'est-ce pas? C'est que ce sont des États souverains. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Donc, ils ont des coffres forts. Donc, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Et il faut surtout une coordination formidable des États. Donc vous diriez que c'est un combat perdu d'avance, celui qu'on engage en ce moment? Non, c'est-à-dire qu'il faut commencer par dire, il est interdit à une banque, dans n'importe quel État normal, d'avoir une filiale dans ces paradis. Sinon, on la sanctionne, on lui met des amendes, etc., etc. Il faut leur pourrir la vie.
Mais vous avez quand même le problème de la souveraineté de ces États. Et puis il y a aussi un deuxième élément, c'est que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. On n'est pas à Moscou au beau temps de Staline. On fait ce qu'on veut. Alors, on parle beaucoup des pays riches, développés, mais la crise ne touche pas seulement ces pays. Vous qui connaissez bien l'Afrique, quelles sont les conséquences sur ce continent aujourd'hui? Les conséquences sur le continent africain, elles sont les conséquences qui vont être, qui vont peser à la suite de cette crise sur les pauvres, que ce soit les individus ou que ce soit les États. Et dans la mesure où le continent africain est plutôt composé d'États pauvres, voire très pauvres, il va sans doute en subir le premier les conséquences. Mais est-ce qu'il y a un risque qu'on limite l'aide et l'assistance à ces pays aujourd'hui? Oui, écoutez, j'ai pas encore regardé le budget français pour 2009. La France, vous êtes le rapporteur, on peut rappeler que vous êtes le rapporteur pour l'aide au développement dans le budget la français. France est l'un des pays qui fait, sur le plan mondial, le plus d'efforts depuis très longtemps. Même si nous sommes en baisse, nous restons quand même assez bien placés. On est loin pourtant des engagements promis par Nicolas Sarkozy. Bien sûr, on est loin des engagements, mais on est loin des engagements promis par tout le monde. Le seul qui a approché l'engagement qui est 0,7% du PIB, c'est François Mitterrand, en 1993-94, c'est-à-dire à l'époque, à cheval entre le gouvernement Bérégovoy et le gouvernement Balladur. Là, on n'était pas loin des 0,7. Ensuite, ça n'a pas cessé de dégringoler. À l'époque du gouvernement Jospin, on est descendu à 0,31. 0,31. Bon. Sous le président Chirac, on est remonté presque à 0,50. Le président Chirac avait dit 0,50 à la fin de mon quinquennat, on a fait 0,50. On redégringole à nouveau, parce que les temps sont difficiles, les temps sont durs, etc. Et qu'il y a une crise qui frappe les finances publiques en France et dans d'autres États. D'accord, donc vous ne diriez pas finalement, on laisse tomber l'Afrique, enfin voilà, comme disent certains, qui s'insurgent et qui s'inquiètent que ce continent soit sacrifié. En période de difficulté budgétaire, tous les budgets trinquent, celui-ci va trinquer aussi, un petit peu. Alors, il y en a qui trinquent aussi, c'est les Français, visiblement, puisque la... Excusez-moi, vous avez aussi des circonstances. Vous avez certains pays, par exemple, que nous sommes prêts à aider, et qui ne sont pas prêts à utiliser notre aide. La semaine dernière, si vous avez regardé de près le collectif budgétaire qu'on a voté, avec le plan Sarkozy pour les banques, on a récupéré 1,5 milliard d'euros de non-versement à un État africain. Eh ben parce que c'est un contrat C2D de désengagement, de développement des endettements, ça s'appelle C2D, parce qu'il y a 2D, n'est-ce pas, que ce pays n'a pas été capable de mettre en œuvre dès maintenant. On avait prévu les crédits sur 2008, on les économise cette année. C'est pas la faute de la France. Ceux qui vont le plus trinquer, c'est les pauvres. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Ce sont les pauvres des pays pauvres et les pauvres des pays riches. La crise apparemment est partie pour durer. Christine Lagarde, ministre de l'économie, dit que la situation est très sérieuse. Est-ce que les Français aujourd'hui sont capables de tenir 12, 18 mois dans ce contexte? Ça dépend lesquels. Vous craignez une crise sociale? Les Français, c'est bon. Mais la crise sociale, elle est là. Il y aura des difficultés. Et le niveau de vie, il va pas s'effondrer brutalement de 10, 20 ou 30%. C'est pas le retour au Moyen-Âge. Mais les temps vont être durs pour un certain nombre de catégories de Français, notamment les plus modestes. Il va notamment falloir boucler le budget 2009, où le gouvernement français peut trouver des marges de manœuvre. Bon, je crois qu'il n'a pas besoin d'en trouver, il n'en a pas. Aucune. Je vois pas où il peut en trouver. À part la hausse des impôts, je vois pas où il peut en trouver, à part la hausse des impôts, mais il s'y refuse. Donc, il ne peut trouver des marges de manœuvre que dans les économies budgétaires, mais... Suppression des postes de fonctionnaires, par exemple, il faut continuer cette réforme-là? Oui, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas que les fonctionnaires. Les économies dans le budget de 2009 portent sur tous les secteurs, et le gouvernement, il peut avoir des marges de manœuvre du côté des dépenses. Il a dit qu'il voulait pas, le gouvernement a dit pour l'instant qu'il n'était pas question de tailler davantage dans les dépenses prévues au budget 2009. Il a ajouté, sauf si elle devait déraper. Mais est-ce que pour autant il faut laisser filer les déficits parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles? Vous savez, les déficits, ça se paye toujours un jour. Donc les déficits, c'est fait pour être remboursé. Donc ce qu'on finance aujourd'hui par des déficits, ça veut dire des dépenses que nous, de notre consommation, que nous ne payons pas, que nous ne supportons pas, eh bien, demain, il faudra les rembourser. Deuxièmement, plus le déficit budgétaire s'accroît, et il y a une certaine catégorie d'hommes politiques, à droite et à gauche d'ailleurs, qui sont pour un déficit plus fort. C'est quoi le déficit? Le déficit, c'est 52 milliards en prévision pour 2009, on sera peut-être à 53, peu importe. C'est essentiellement les intérêts de la dette qu'on paye aux banquiers. Alors il y en a qui gueulaient la semaine dernière parce qu'ils trouvent qu'on donne trop d'argent, 360 milliards aux banquiers,
Mais ça, ce ne sont que des prêts qu'il remboursera. Mais les 52 ou 53 milliards de déficit qu'on leur donne en intérêt, ça, c'est de l'argent qu'ils ne nous rembourseront jamais. Ils se le prennent, ils se l'encaissent et ils boursicotent avec. Mais alors, du coup, donc, pas question de laisser filer les déficits, pas augmenter les impôts non plus, donc il faut rogner sur des dépenses, donc lesquelles? Non, mais de toute façon, pour l'instant, le gouvernement présente un projet de budget où il a rogné sur les dépenses. Oui, mais ça risque d'être pire, puisque finalement les prévisions de croissance sur le budget 2009 étaient de 1%, et là ça va être moins de 1%. Le gouvernement a dit qu'il ne toucherait pas les dépenses à la baisse au-delà de ce qu'il propose maintenant. Et il a dit que si il y avait un trou supplémentaire, ça viendrait d'une insuffisance des recettes, et que par conséquent le déficit s'accroîtrait. Moi je m'en tiens à ce qu'a dit le ministre du Budget hier. C'est pas plus satisfaisant pour autant. Mais sans pour autant parler de relance, est-ce qu'il faut aujourd'hui réactiver, stimuler certains secteurs, et lesquels selon vous, lesquels autour de vous voyez qui souffrent le plus? Il y a des plans pour les PME, il y a un certain nombre de choses. Vous savez, les entreprises souffrent en général. Hein. Quand vous avez une restriction économique et des revenus, vous avez forcément une chute de la consommation. Alors vous pouvez aussi relancer la consommation. Si vous relancez la consommation, on achète chez les Chinois et chez les Indiens. Alors ça va pas faire beaucoup. Donc ça, c'est pas la bonne solution, relancer la consommation. Ça va pas forcément. Non, parce qu'on achète beaucoup de produits importés. Les consommateurs achètent beaucoup de produits importés. Hein. Alors il y a aussi peut-être aller, comme Christine Lagarde d'ailleurs l'avait laissé entendre, peut-être supprimer certaines niches fiscales. Ah ça c'est bien. Alors c'est souvent évoqué, c'est rarement concrètement fait. Vous êtes promoteur de cette solution, vous? Parce que si vous voulez, les niches fiscales elles représentent une perte pour le budget de l'État de l'ordre de 70 ou 75 milliards. Bon, faut faire attention parce que dans le paquet il y a de tout. Vous avez à la fois les choses insupportables. Après tout, le bouclier fiscal, c'est une niche fiscale, n'est-ce pas? Et ça, faudrait le supprimer, alors? Oui, bon. Mais en même temps, vous avez dedans le quotient familial, en matière d'impôt sur le revenu. Bon, alors, on peut peut-être pas supprimer comme ça le quotient familial. Donc, mais en tout cas, il y a un certain nombre de niches. On ne peut pas toutes les supprimer, mais il y en a un certain nombre qu'on peut supprimer. La déduction des intérêts d'emprunt pour l'habitation principale, j'en passe et des meilleurs. Bon, donc l'outre-mer, les monuments historiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une série de déductions, réductions, etc. Qu'on peut supprimer. Bon, alors tout le monde est d'accord pour supprimer les niches fiscales, mais moi je me souviens il y a 2 ans, je crois que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, c'était le précédent gouvernement, c'est-à-dire le dernier gouvernement de Monsieur Chirac, Monsieur Villepin, qui avait fait une proposition pour supprimer un certain nombre de niches. Fiscales. Gros succès, hein. Notamment au Sénat, tout le monde se cramponnait, il y avait des amendements dans tous les sens, on supprimait, mais on ne supprimait pas, quoi. Bon, alors ça, moi, je considère que sur les niches fiscales, c'est comme sur le découpage électoral, il faut faire des ordonnances. Il faut beaucoup de courage politique et en tout cas, ça ne peut pas passer par la voie législative. Michel Charasse, beaucoup de gens, les Français sont inquiets, ils vont de plus en plus s'appauvrir. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui proposer aux plus modestes? Est-ce qu'il y a une mesure à entreprendre immédiatement? Moi, je crois que les mesures qui doivent s'imposer, c'est des mesures qui permettent de faire faire des économies sur des pertes de recettes, par exemple, revenir sur des exonérations fiscales injustifiées, et s'en servir pour relancer un peu la machine économique, et puis en même temps pour atténuer les misères les plus grandes, c'est-à-dire faire un peu plus de justice sociale. Seulement, je suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous entendez par justice sociale? Oh, je sais pas, mais bon, vous n'avez pas d'idée de ce que peut être la justice sociale? Bon, enfin, je sais pas, il y a des gens... de mesures concrètes il y a des mesures auxquelles on peut penser. Pourquoi est-ce que les riches et les pauvres touchent les mêmes allocations familiales? Jospin a essayé de les supprimer il y a quelques années. Gros succès, ça a duré 1 an. Bon, mais il n'y a pas de raison. D'autre part, pourquoi faut-il que à la cantine scolaire, le riche et le pauvre payent le même prix pour le repas du gamin? Je suis pas sûr. Bon, on a énuméré toute une série. Hein. Et là, pourquoi l'accession à la propriété est plus facile pour certains que pour d'autres? Bon. D'accord, mais là, et ceux qui veulent des augmentations de salaire, alors aujourd'hui, notamment la fonction publique, par exemple, que leur répondre? La fonction publique, c'est l'État. Alors, je sais pas, que leur répondre, on les prend où? Sur quel budget? Ouais, donc on peut pas, en fait, c'est ce que vous dites. On peut pas. À partir du moment où... Moi, je vous parle de ce que fait le gouvernement. Le gouvernement a fait un budget dans lequel il n'a pas prévu d'augmentation démesurée. Vous pouvez porter un jugement sur ce budget, d'ailleurs, et sur ce... Écoutez, moi, je porte sur ce budget... si vous voulez, je porte même pas de jugement sur le budget. Nous sommes dans l'Europe. Nous sommes dans le traité européen. Nous sommes dans Maastricht.
Vous voulez dire que la France n'a plus de marge de manœuvre? J'ai fait partie des ministres survivants, je fais partie des ministres survivants qui l'ont négocié et fait approuver en 1992. À l'époque, j'avais même suggéré les critères qu'on reproche aujourd'hui, les fameux 3% et 60%. Moi, j'avais aucun problème, j'étais à 1,2 en France, le déficit budgétaire c'est 1,2%, on est à 3%, et la dette publique 50% ou 51%, on est à 60%. Bon, donc j'avais aucun problème. Nous sommes dans cette obligation. La question est extrêmement simple, c'est de savoir si on veut empiler des dettes pour avoir à les rembourser demain, etc., mais aussi si on veut sortir de l'Europe ou y rester. Et ça dépend de ce que l'autorité européenne fera. Est-ce qu'elle considérera qu'on est dans une période exceptionnelle? Est-ce que cette période exceptionnelle justifiera l'autorisation pour un certain nombre d'États de relâcher un peu la discipline? Il faut s'en remettre à une décision collective. Non, mais attendez, c'est le traité européen, madame. Je sais pas, vous avez peut-être voté oui en 92. Moi, j'ai voté oui. Bon, alors on peut pas reprocher aujourd'hui qu'on nous applique ce que j'ai voté. J'ai négocié et voté. Alors, vous parlez des graves questions relatives à l'endettement. Parmi les... Ça, c'est comme les bureaux de poste. Vous voyez, c'est dans les traités européens, on a mis la concurrence postale. Puis aujourd'hui, on ferme les bureaux de poste. On dit, bah, c'est quand même incroyable. Et ceux qui sont les plus européens, ceux qui votaient en 2005 pour le traité européen, le récent, etc., sont ceux qui gueulent le plus fort contre la fermeture des bureaux de poste. Vous êtes contre la concurrence? Vous êtes contre la concurrence? Parce que ça a été décidé au niveau européen. La concurrence aussi. À la poste, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Bon. D'accord. Il y en a d'autres qui gueulent, qui s'expriment fort. Ce sont les collectivités locales qui disent qu'elles sont étranglées aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont étranglées. Le gouvernement applique aux collectivités locales, ou plutôt aux dotations qu'il attribue aux collectivités locales, le gouvernement applique exactement les mêmes règles que celles qu'il applique à ses dépenses, puisque c'est une dépense du budget de l'État. Bon. Évidemment, pour les collectivités locales, ça fait une chute très forte. Elles sont touchées aussi par la crise. Oui, mais moi, je fais pas partie de par... ceux qui rouspètent sans arrêt. Je dis simplement au gouvernement, si vous devez nous serrer le kiki, faut arrêter de nous coller des dépenses supplémentaires. Par exemple, on va voter le RSA dans quelques jours. Ou peut-être ça commence même aujourd'hui au Sénat ou demain, je ne sais plus. On va voter le RSA. Le RSA va entraîner des dépenses supplémentaires pour les départements. Comment voulez-vous d'un côté raboter les ressources des collectivités et par ailleurs imposer sans arrêt des charges supplémentaires? Donc je dis au gouvernement, moi j'ai dit au gouvernement, au moment de la présentation dans le comité des finances locales, j'ai dit au ministre, monsieur Vogt, j'ai dit monsieur le ministre, soyez gentil, interdisez à tous les ministres de mettre quelques dépenses supplémentaires sur le dos des collectivités locales en 2009, puisqu'on n'a pas de progression de nos dotations. Pour avoir un exemple concret... Ça se présente mal, je dois vous dire. Pour justement illustrer si vous permettez que j'aille jusqu'au bout, non, comme les collectivités n'ont pas assez d'argent et qu'on leur colle des charges supplémentaires, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont augmenter leurs impôts. Déjà, la ville de Paris annonce 9% d'augmentation, et vous allez voir, partout, ça va être ça. Quels impôts? Les impôts locaux. Dans les impôts locaux, il y a quoi? La taxe foncière, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, on ne peut plus l'augmenter puisqu'elle est plafonnée à de nombreux endroits. Donc elle est fixe, elle augmente comme l'évolution des bases, c'est-à-dire rien du tout. Il vous reste quoi? La taxe d'habitation et la taxe foncière, c'est-à-dire ce qui est payé par les ménages. Lesquels ménages sont touchés par la crise? Alors qu'on m'explique tout ça, c'est bien le chat qui se mord la queue. Hein. Donc finalement, les Français sont touchés directement par l'augmentation de ces impôts locaux. Augmentation à gauche comme à droite. Hein. Ah ben attendez, quand vous êtes obligé d'équilibrer vos comptes, de toute façon, et si vous n'avez pas d'autre solution, alors faut pas vous figurer que les élus locaux sont des dépensiers. Il y en a qui sont dépensiers. Est-ce qu'ils doivent faire des économies justement les élus locaux aujourd'hui? Non mais attendez, chacun doit essayer, je pense, d'en faire. Ah mais ça dépend de chaque collectivité. Supprimer des emplois, qu'est-ce qu'il faut faire? Non mais attendez, ça dépend de chaque collectivité. Chaque collectivité a ses dépenses, en dehors des dépenses obligatoires, elle fait comme elle veut. Il y en a qui font beaucoup pour la petite enfance, il y en a d'autres qui font plus pour les personnes âgées, il y en a d'autres qui font beaucoup pour la culture, il y en a d'autres qui font plus pour les équipements. Donc il faut que chacun voit quelle est la limite d'augmentation des impôts supportable par ses habitants. Mais les maires qui viennent d'être élus, hein, il y a quelques mois, ils sont élus pour 6 ans, donc c'est le moment où ils investissent, où ils engagent des investissements lourds. Et c'est le moment où ils engagent l'application de leur programme. Et c'est le moment où en fait ils ont du mal aussi à obtenir des crédits. Non mais ça c'est autre chose, pas tout mélanger. Ça c'est les crédits auprès des banques, ça va se décoincer. De la crise financière actuelle. Mais vous avez un certain nombre d'élus locaux et de grands élus locaux en particulier qui ont fait un peu joujou avec la spéculation et qui se trouvent maintenant un peu coincés en ce qui concerne les emprunts de leur propre collectivité.
Et alors François Fillon a annoncé le déblocage de 5 milliards d'euros sous forme de crédits justement qui seront octroyés aux collectivités locales. C'est une bonne mesure, ça? Oui, c'est des prêts. Oui, dans la mesure où vous avez des collectivités importantes, en particulier parce que ça concerne les plus grosses, qui ont des difficultés actuellement pour se refinancer auprès des banques, ça va sans doute décoincer un peu le système. Je vois pas comment on peut faire autrement. Mais j'ai cru comprendre que c'est surtout de l'argent qui vient de la Caisse des dépôts. Là, c'est plus sûr. Une conséquence aussi de la crise financière, même si c'est une affaire privée qui a touché Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international, une affaire privée mais qui a des conséquences au niveau politique, au niveau international. Comment vous jugez cette affaire ? Écoutez, moi, cette affaire, je n'ai lu sur cette affaire que ce qui est paru dans les journaux depuis 2 jours. Alors je vais vous dire, c'est très simple. Où l'institution en est de sa poche, et il faut en tirer les conséquences, où l'institution n'en est pas de sa poche, et il faut foutre la paix à Dominique Strauss-Kahn. C'est sa vie privée. Et ça ne nous regarde pas. On en a trop fait, vous pensez? Non, on n'a pas trop fait. Je dis simplement, voilà. Donc il y a une enquête qui est en cours à l'intérieur du Fonds monétaire. Ben, l'enquête dira ce qu'il en est. Et si l'enquête doit aboutir à considérer que, en fait, le Fonds monétaire n'a pas été victime du comportement personnel de son directeur général, je vois pas pourquoi on continuera à emmerder ce type. On va quand même pas aller voir ce que vous faites chez vous le soir quand vous rentrez. Hein. Mais vous lui faites confiance, vous, à Dominique Strauss-Kahn? Bah, écoutez, Dominique Strauss-Kahn, c'est un de mes amis, mais je fais pas confiance comme ça a priori. Je le crédite d'un sens suffisant des responsabilités pour savoir ce qu'il a à faire et comment il doit se conduire. D'autant plus que là-bas, il n'y a pas que c'est pas seulement Dominique Strauss-Kahn qui est en cause, c'est aussi l'image de la France. Et par conséquent, ça oblige beaucoup. En tout cas, en France, on a l'impression qu'il a été plus soutenu par le gouvernement de droite que par ses amis de gauche. Ah oui, mais parce que à gauche, vous savez, ils sont moralisateurs. Ils sont moralisateurs, n'est-ce pas? Ça se fait beaucoup depuis mai 68. Ils sont moralisateurs. Donc dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. Oui, c'est-à-dire c'est Tartuffe. Vous voyez? Parce que tous ceux qui font la morale n'ont pas forcément le derrière propre. Alors, ces derniers temps, le Sénat a été assez critiqué concernant ses privilèges. À tort. Alors justement, à tort. Elles sont injustifiées, ces critiques, selon vous? D'abord, moi je n'aime pas les distinctions qui sont faites constamment entre la situation des députés et la situation des sénateurs. La situation des parlementaires en France, elle est exactement la même qu'on siège à l'Assemblée ou au Sénat. Avec les mêmes privilèges, les mêmes fonctions, pourquoi vous dites les mêmes privilèges? attributions. Pourquoi vous dites privilèges? Ils ressentent comme ça. Non, mais les gens les ressentent comme ça. Et le privilège des journalistes en matière fiscale, c'est un privilège? Bon, ils le ressentent comme ça aussi, les gens. Donc, arrêtez de parler de privilèges. Bon, nous avons des règles qui sont fixées par la loi. Sous la 4e et la 3e République, c'était les députés et les sénateurs qui fixaient eux-mêmes le montant de leur indemnité. Là, il y a une ordonnance qui date du général de Gaulle qui fixe le montant de l'indemnité de façon mécanique et automatique. Donc on n'intervient pas. Donc on a le même statut, les mêmes règles, les mêmes obligations, les mêmes cotisations de retraite, etc. Avec les différences, bien sûr, puisqu'il y a une assemblée où le mandat est de 6 ans, il était de 9 ans avant, et une autre où le mandat est de 5 ans et peut être plus court. Bon, en dehors de ça, donc arrêtons de faire des différences entre les députés et les sénateurs, et nous avons les mêmes règles en ce qui concerne les indemnités d'assistanat, c'est-à-dire les collaborations, etc. Bon, maintenant reste l'institution. Bien. On a beaucoup critiqué. Alors, on critique beaucoup le Sénat pour la cagnotte. Mais quelle cagnotte? Mais en quoi ces attaques sont-elles justifiées? Comment? En quoi ces attaques sont-elles injustifiées? Si vous me permettez de vous expliquer, vous allez comprendre. Donc c'est sur la cagnotte, là. Ces fameux 1,2 milliard mis de côté. Jusque, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, d'ailleurs. Qu'on a vu dans la presse. Il ne correspond à rien. Pendant la dernière guerre, Pétain et Laval ont supprimé tous les crédits des assemblées. Et les chambres, à l'époque, ont failli ne pas payer les rémunérations du personnel, les retraites du personnel et les retraites des parlementaires, qui avaient des droits, puisque les caisses de retraite ont été créées en 1904 et 1905. Bon. Donc ça a été très juste. À la Libération, les deux assemblées ont donc décidé par précaution de ne plus se retrouver dans cette situation, et par conséquent, elles ont placé, au fur et à mesure du versement de leurs recettes par le budget de l'État, des recettes de leur budget qui est entièrement alimenté par l'État, elles ont placé en cours d'année un certain nombre de fonds qui ont constitué, les produits financiers qui ont constitué, bon, une cagnotte. En 1992, M. Emmanuelli, qui présidait à l'époque l'Assemblée nationale, est venu me voir et m'a dit « Nous avons des réserves financières trop importantes à l'Assemblée, je vais les rendre au budget de l'État. » Je lui ai dit « Voilà une bonne idée. » Et il m'a rendu immédiatement 500 000 francs. Ministre du budget, voilà. c'est ça, c'est Il pour m'a ça qu'il est rendu venu immédiatement 500 000 francs, de qui était en francs à l'époque, et il a décidé de rendre ensuite, étalé sur 3 ans,
Monsieur Seguin, qui l'a remplacé à la présidence de l'Assemblée, a poursuivi sur cette voie et donc l'Assemblée a rendu l'essentiel de ses réserves. J'ai informé à l'époque le Sénat, de façon à ce que le Sénat ne se trouve pas dans l'opinion publique en discordance avec l'Assemblée. Et à l'époque, c'était le président Poher qui présidait le Sénat, le président Poncelet était président de la Commission des Finances, M. Poher a fait une réunion dans son bureau à laquelle j'ai assisté, et les sénateurs ont décidé de ne pas rendre la cagnotte, mais de la neutraliser en dotant la caisse de retraite du personnel et la caisse de retraite des sénateurs avec cette cagnotte. Mais alors, combien aujourd'hui cette cagnotte? Alors, je sais pas, parce que j'ai quitté parce la que vous dites 1,2 milliard, ça non, mais il n'y a veut plus dire de... rien. Non, mais Il y a plus attendez, de cagnotte. arrêtez de m'emmerder avec la cagnotte, il n'y en a plus. Puisque c'est la dotation des caisses de retraite. Ce que je peux vous dire, si vous permettez que j'aille jusqu'au bout, bon, arrêtez de m'interrompre. Actuellement, les produits financiers des caisses de retraite du Sénat sont tels qu'il n'y a pratiquement plus de cotisation patronale. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a forcément une cotisation patronale puisque les caisses de retraite n'ont pas été dotées. Donc vous faites faire des économies à l'État, c'est ça? Je suis en train de vous expliquer que la cotisation patronale étant payée sur la dotation budgétaire que l'État verse au Sénat comme à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, l'État verse une dotation qui comporte la cotisation patronale pour les retraites du personnel et des députés, et ici c'est quasiment zéro. Donc les retraites de la maison, que ce soit celle du personnel ou que ce soit celle des sénateurs, ne coûtent pas un sou aux contribuables. Monsieur le sénateur. Puisque c'est payé essentiellement par les produits financiers. J'ajoute que les deux caisses de retraite de la maison, pour la caisse du personnel, les audits qui ont été faits permettent de considérer qu'elle est à l'abri de tout risque financier jusque dans les années 2025-2030 et que la caisse de retraite des sénateurs est à l'abri de tout risque financier, donc peut payer ses pensions, jusqu'en 2045-2050. Voilà. Monsieur Alors, le sénateur. le reste, si vous permettez, je vais jusqu'au bout. Quand on emmerde, faut supporter la réponse jusqu'au bout. Pour le reste, nous recevons à l'Assemblée comme au Sénat, en début d'année, la totalité de notre budget que nous verse l'État. Comme on ne dépense pas tout au mois de janvier, on place. À l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu'ils en font. Au Sénat, c'est très simple. Les produits financiers de ces placements servent à financer quelque chose qui coûte très cher, qui s'appelle le Palais du Luxembourg, qui est le palais de Marie de Médicis, qui appartient à la nation, qui est un joyau de l'architecture, un joyau national, un monument historique réputé, plus le jardin du Luxembourg, qui est le plus grand jardin de Paris, ouvert au public, sans restriction. Vous avez compris. Bien, on finance. Alors, quand on achète un immeuble dans le quartier, si par hasard il faut acheter un immeuble, là on le fait payer par le budget de l'État. Mais quand on fait des travaux dans nos immeubles, même les serres du jardin du Luxembourg, qui conservent les collections d'orchidées de Marie de Médicis, qui sont réputées sur le plan mondial, et dont une partie est à Longpont, dans la région parisienne, sont entièrement payées par les produits financiers. On a entendu moi, votre je ne connais pas de explication. cagnotte ici. On a compris, entendu votre explication, mais pourquoi est-ce que c'est à la mode de taper sur le Sénat et sur les sénateurs? C'est à la mode parce que la mode est à la... Comment ça s'appelle? Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur d'histoire-géographie qui disait toujours « il suffit que j'ai le dos tourné pour que les ânes se mettent à braire ». Or, la mode est au fait que les ânes se mettent à braire pour tout et n'importe quoi. Et comme en face, ceux qui devraient faire le métier de communication ou d'information, y compris la presse, ne font pas leur boulot, eh ben, on n'entend que les cons. Voilà, est-ce que le Sénat a bien communiqué d'ailleurs? Est-ce que le Sénat a bien communiqué? Je ne sais pas si le communiqué... On était, cela dit, en plein changement de président. C'était pas facile pour la communication. Mais tout ce que je vous dis là, on l'a déjà dit 100 fois. Mais par mon cul, ma tête est malade, de toute façon. Celui qui veut pas entendre. C'est tout. Donc maintenant, on a un nouveau président. Donc je vous dis simplement que tous les travaux qu'on fait ici, et vous êtes témoins puisque vous vivez dans cette maison, on est sans arrêt en train de réparer ici, de réparer là, c'est un vieux palais du XVIIe siècle, qui est fragile, etc., etc. Tout ça est payé par les produits financiers de la maison, sans aucune contribution du contribuable national. Mais vous n'êtes pas bien au Sénat? Je vois pas le rapport. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez au Conseil constitutionnel pour 2010? Vous savez, je m'intéresse à un moment où je vais aller manger ce soir. Donc vous y intéressez aussi. Il n'y a pas que le 2010. Sénat dans ma vie, n'est-ce pas? Et je m'intéresse à tout ce qui est intéressant, même à vous, hein. Vous avez parlé tout à l'heure du nouveau président du Sénat, Gérard Larcher. Justement, qu'est-ce que vous attendez de lui au niveau de l'image, de la communication du Sénat? Est-ce que c'est important qu'il fasse quelque chose au niveau de l'image du Sénat? Il a également dit que sa présidence serait politique. Comment vous interprétez? Non, mais j'attends de lui, si vous voulez, bon, on ne va pas se nombriliser sur le Sénat jusqu'à la Saint-Glinglin. J'attends de lui qu'il contribue, comme ses prédécesseurs, à valoriser l'institution et à faire en sorte que les Français lui rendent justice.
Ici, c'est une maison dans laquelle mes sentiments politiques sont pas majoritaires. Il n'empêche que c'est une maison qui travaille très bien, qui a un haut sens de l'État et de l'intérêt général, avec une vision de droite, mais c'est comme ça. Aragon disait que celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, mais ils étaient tous dans la résistance. Donc ils défendaient tous la République. Donc il n'y a pas de raison, il y a plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, c'est une maison qui fait son travail, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'application, avec beaucoup d'énergie. Je vous dis, on n'apprécie pas, etc. Mais on ne peut pas dire qu'elle ne travaille pas. Et il faut arrêter d'être injuste avec le Sénat. J'ajoute que le budget du Sénat cette année, en 2009, pardon, année d'austérité, va augmenter de 1,39%, essentiellement du fait de l'arrivée de nouveaux sénateurs, puisqu'on a, la loi, il y a plusieurs années, avait créé 12 sièges. Or, à l'Assemblée, ils sont à 3 et quelques % d'augmentation. Ils ont, à ma connaissance, ils n'ont pas de nouveaux députés. Ou alors, ils font comme Strauss-Kahn, ils en font dans les coins. Bon. On l'a dit au début de l'émission, Michel Charasse, vous avez été exclu du Parti Socialiste. Est-ce que vous suivez quand même l'actualité du parti, notamment les différentes motions qui ont été déposées en vue du congrès à Reims à la mi-novembre? Est-ce que vous les avez lues, ces motions? Moi, j'ai été exclu du Parti Socialiste pour des circonstances locales relatives aux élections dans le Puy-de-Dôme, aux élections cantonales. La plaie absolue, la croix que j'ai portée pendant tout le temps où j'étais au Parti Socialiste, c'était l'obligation à des périodes régulières de lire les motions de congrès. Là, vous êtes libéré alors. Qui sont un truc absolument abominable, mais abominable de chez abominable. Et alors là, vous en pensez quoi? C'est illisible, c'est un tissu d'ânerie, des fois il y a des trucs intéressants, enfin bon. Mais il faut lire un cahier qui est épais comme ça, dans lequel vous retrouvez tous les états d'âme des uns et des autres. Alors là, pour une fois, je suis pas obligé de lire ça. Donc vous n'avez pas lu alors? C'est un soulagement formidable. Vous n'avez pas lu? Non. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand j'entends le Parti Socialiste dire il faut revoir le budget de l'État puisqu'il a été préparé dans des conditions qui aujourd'hui ont changé, je me demande si, au moment où les motions ont été rédigées au mois de juillet, les conditions n'ont pas changé depuis. Donc vous ne regrettez pas de ne pas y aller au Congrès finalement? Comment? Vous ne regrettez pas de ne pas y aller au Congrès? Si, parce que, attendez, moi vous restez pas 46 ans dans un parti sans avoir plein d'amis, plein de copains, plein de gens qui ont été des combattants d'autrefois, autour de François Mitterrand, des Avec fidélités. qui vous avez des contacts encore aujourd'hui? Mais avec beaucoup. Avec tous ceux qui ont été mes camarades pendant de nombreuses années. Pas les adhérents à 20 balles, ceux-là je les connais pas. C'est ceux qui m'ont foutu dehors. Et dans quelle motion vous avez le plus d'amis aujourd'hui? Mais je sais pas parce que j'ai pas lu l'émotion, mais si je regarde plutôt chez Delanoë, chez mes amis, c'est Benoît Hamon, c'est Mélenchon, c'est Laurent Fabius, c'est Martine Aubry, c'est des choses comme ça. Et quel est le portrait aujourd'hui, selon vous, du premier secrétaire national, celui qui peut rénover le PS? Ah, j'ai aucune idée. Non, il se rapproche de qui? Non, mais je sais pas. Je sais pas. Hein. Le problème, c'est de savoir si tout ceci est un jeu indirectement personnel pour plus tard, ou s'il y a vraiment une volonté de mettre le parti en état de gagner des élections. Pour le moment, il n'y est pas. En tout cas, il n'y a jamais eu de successeur digne de François Mitterrand. Oui, mais ça, d'accord. Mais enfin, c'est pas, il n'y a pas d'homme irremplaçable, même si moi je le regrette beaucoup. Et à mon avis, s'il était là, les choses se passeraient pas forcément de cette manière. Non, mais je crois surtout que la question, c'est de savoir si on va s'occuper dès maintenant des présidentielles de 2012, et si on va préparer la défaite à long terme, si je puis dire, ou avec suffisamment de temps devant soi, ou alors si on va mettre le parti en ordre de marche. On propose quoi? Moi, j'entendais la semaine dernière les socialistes qui se sont abstenus sur le texte concernant l'aide aux banques. Bon. À un moment, je discutais avec Jean-Pierre Chevènement dans les travaux du Sénat et il me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Moi, je vote. » Alors... Jean-Pierre Chevènement qui, ici au Sénat, siège dans le même groupe que vous. Oui, hein, moi, je lui ai dit « Moi, je vote. » Il me dit « Ah, j'hésite parce que... » Je lui ai dit « Moi, je vais te dire, Jean-Pierre, tu as gouverné. Moi aussi, on était ensemble dans certains gouvernements. Il y a eu des moments où ça turbulait. Si on était à leur place, on ferait quoi? Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu as la solution? Il y en a sans doute d'autres, mais moi, j'en ai pas. Par conséquent, est-ce qu'on laisse le bateau couler parce qu'on va dire « Ah non, ces raisins sont trop verts, etc. » Et moi, j'ai voté. J'ai voté sans avoir la conviction que c'était forcément la meilleure solution. Mais dans la mesure où c'est des prêts et pas des dons, où de toute façon, à mon avis, on prêtera moins que ce qu'on a autorisé et où ils seront remboursés, où tout ça rapportera de l'argent à l'État parce que ceux qui emprunteront ont des intérêts à payer. J'ai pas eu l'impression de mettre ma chemise au bon pied. Vous avez été sensible à l'appel de l'unité nationale de François Fillon? Enfin, rien à voir. L'unité nationale, on l'a fait quand il y a vraiment le feu au lac, quoi. Bon, là, c'était grave. Là, c'était grave, mais vous savez, la nature financière et bancaire
elle est exactement comme le scorpion. Vous connaissez l'histoire, le scorpion qui traverse la rivière, en montant sur le dos de l'hippopotame parce qu'il ne sait pas nager, il arrive au milieu de la rivière, il le pique, il coule et il se noie. Et au moment de se noyer, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais pourquoi tu l'as piqué ?» Il dit « Je ne peux pas m'en empêcher. » En matière financière, c'est pareil, ils ne peuvent pas s'empêcher de trafiquer et il faut gagner des des règles, sous. vous l'aviez dit. Mais alors vous avez voté justement ce plan de sauvetage des banques, le PS s'est abstenu. Vous trouvez que le PS n'a pas été à la hauteur finalement de la situation? Non mais ça aurait mérité d'autres explications, ou en tout cas d'autres solutions. Il aurait dit « Écoutez, cette solution n'est pas bonne. » Voilà pourquoi. Alors ils ont essayé d'expliquer un certain nombre de choses en disant faut faire un plan de relance, faut faire ci, faut faire ça, etc. Mais attendez, plan de relance, avec quel argent? Alors on va à Bruxelles, on va dire il faut faire un plan de relance, on va faire du déficit, on va faire un peu plus de déficit, etc. Bruxelles dit non, vous faites quoi? Vous sortez de l'Europe? Or le Parti Socialiste a une majorité de militants et de responsables qui sont pro-européens. D'ailleurs, ils se sont fait taper par les Français en 2005, puisqu'ils ont voté oui, alors que les Français ont voté non. Bon, alors, vous comprenez, vous ne pouvez pas toujours avoir le cul entre deux chaises. Et dans la mesure où j'avais pas d'alternative autre, j'ai voté oui. Enfin, j'ai voté pour. Pardon. Monsieur Charles, est-ce que c'est une rupture définitive avec le PS? Est-ce qu'il y a un retour est possible sous certaines conditions? Non, attendez, moi, je suis je suis républicain. Et je resterai républicain toute ma vie. Je suis de gauche, et je reste de gauche toute ma vie. J'ai été élevé comme ça, je suis d'un milieu modeste, je suis pas sorti de la cuisse de Jupiter, je sais ce que je dois à qui, je sais ce que je dois à la République, je sais ce que je dois à mon pays, je sais un certain nombre de choses. C'est pas parce que je suis pas j'ai pas la carte du parti dans ma poche, on vit très bien ça d'avoir la carte du Bon Marché ou la carte des Galeries Lafayette. Bon, par conséquent, voilà. Alors, Michel Charasse, pour finir, vous avez la réputation, usurpée ou non, hein, d'être misogyne. Est-ce que vous avez été bien avec nous aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette réputation, parce que figurez-vous que actuellement dans mon entourage, depuis de très nombreuses années, dans mon secrétariat parlementaire, comme sénateur, j'ai pas un homme. J'ai été toujours entouré au ministère des Finances par une majorité de femmes. Dans la plupart des postes que j'ai occupés, j'avais surtout des collaboratrices femmes. Donc je ne suis pas misogyne du tout, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que chez les hommes comme chez les femmes, il y a le même pourcentage de cons, ce qui devrait vous rassurer. Voilà une belle conclusion. Merci beaucoup Michel. J'étais très bien. Voilà, Hein, bon. vous avez répondu, vous étiez bien avec nous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. On se retrouve, Hélène, Sonia, dans 15 jours pour un nouveau jeu de dames. Merci. Thank you.